Madame, monsieur, décollage immédiat pour un tour du monde particulièrement émouvant. Oui, car ce matin, à l'occasion de la Journée internationale des veuves, nous allons rendre hommage à toutes ces femmes qui ont perdu leur mari. Alors, quelles sont leurs conditions de vie dans les autres pays? Comment sont-elles considérées? Et peuvent-elles ou non se remarier? Sont-elles épaulées financièrement? Autant de questions, vous le savez, auxquelles répondront nos journalistes. Et vous le savez également, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, eh bien, toute la séquence qui suit a été évidemment enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos correspondants du jour. Marc de Chalvron, qui nous attend, lui, au Sénégal. Arnaud Miguet, qui a fait le déplacement en Thaïlande. Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne. Et enfin, Nicolas Bertrand, qui, lui, nous donne rendez-vous en Inde. Pour la première escale, nous partons au Sénégal, où la solidarité familiale n'est plus à démontrer. Mais peut-on en dire autant au sujet de l'État ? Rien n'est moins sûr. Bonjour Marc. Alors, comment les veuves sont-elles aidées chez vous au Sénégal ? Oui, bonjour Laurent. Il existe bien au Sénégal des systèmes de pension pour les veuves ou pour les veufs d'ailleurs, mais ceci ne concerne qu'une infime minorité. Et ce pour une raison simple, il ne concerne que les salariés. Or, dans le Sénégal comme dans la plupart des pays africains, c'est le secteur informel qui fait vivre la population et pour eux, évidemment, pas de pension. Et même quand ces pensions existent, souvent, elles ne sont pas suffisantes pour compenser la perte d'un mari. Donc il faut trouver des solutions et souvent, cette solution, on la trouve du côté de la famille et parfois de manière étonnante, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Marianne Getty, Antoine Husser et Papsec. Les eaux de ce bras de mer au nord du Sénégal sont pour Awa Diagne chargées de souvenirs. Son mari, ancien pêcheur, avait l'habitude d'y jeter ses filets. Depuis sa mort il y a 30 ans, cette photo ne la quitte plus. Ça, je ne m'en sépare pas, jusqu'à ma mort. Tout comme la tristesse de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Je pensais qu'il était parti à la pêche à Dakar. Alors je ne m'inquiétais pas de son absence. Mais en réalité, il était malade. Et personne ne m'avait mis au courant. Et quand on m'a enfin averti, c'était trop tard. Veuve à 35 ans, avec 2 enfants en bas âge, Awa ne pouvait plus compter que sur ses propres forces pour cultiver leur champ, de l'autre côté du fleuve. Avant que mon mari ne décède, je ne manquais de rien. Ça a beaucoup changé ma vie. Ce que je récolte ici ne suffisait pas, car les enfants grandissaient et les besoins avec. Dans ce village côtier, comme dans le reste du Sénégal, les veuves de pêcheurs sont particulièrement vulnérables. Elles ne touchent pas de pension. Alors, tout naturellement, c'est la famille qui prend le relais. Awa vit dans sa maison entourée de ses enfants. Ils sont restés auprès d'elle et la soutiennent encore aujourd'hui. Ensemble, ils préparent le repas du soir. Je prépare du thieboudienne pour mes enfants et mon deuxième mari. Car rapidement après la mort de son premier époux, Awa Diagne s'est laissé convaincre de se remarier. Au début, j'avais décidé de rester seule, mais mon père n'a pas voulu. Il m'a dit qu'une femme devait avoir un mari. Son deuxième mari partage sa vie entre plusieurs maisons. Awa est sa 4e femme. Et il n'est autre que son cousin éloigné, la famille toujours, pour soutenir les veuves. Je l'aide avec le peu que j'ai. J'ai d'autres femmes à nourrir aussi. Elle a perdu son mari, donc quand je l'ai remariée, elle avait des difficultés. On se soutient mutuellement. Ensemble, Awa et Ousmane ont eu 2 autres enfants. C'est donc une famille recomposée à la sénégalaise qui prend le repas du soir ensemble. Les enfants du premier mariage n'y trouvent rien à redire. C'était très dur pour notre maman aussi. Mais Dieu merci, il lui a donné un autre mari et je suis content de ça. Alors s'agit-il simplement d'un mariage de raison? Awa et Ousmane sont formels. De leur entraide est né un amour authentique. Nous nous aimons. Si on l'avait forcé à se marier avec moi, on ne serait jamais d'accord. Le mariage des veuves avec un parent ou un proche est loin d'être une exception au Sénégal. Un pays où la famille n'abandonne jamais les siens.
Marc, vous dites dans le reportage, on vient de l'entendre, hein, que le mariage avec un proche ou un parent est loin d'être une exception. Pour les veuves, bien sûr. Est-ce pour autant automatique, peut-on dire ? Alors non, Laurent, si ces mariages avec un parent ou un proche sont répandus, ils ne sont pas automatiques. Cela dépend beaucoup, en fait, de l'âge à laquelle la femme perd son mari. Vous l'avez vu dans le reportage, Awa Diagne a perdu son premier mari alors qu'elle était très jeune, 35 ans. Et forcément, à cet âge-là, c'est compliqué puisqu'on a encore des enfants à charge. Mais si le décès du mari intervient plus tard, alors souvent ce sont les enfants qui travaillent déjà et qui sont en mesure de s'occuper de leur mère qui prennent en charge donc la veuve. Mais quoi qu'il en soit, c'est la famille qui est là pour soutenir, pour accompagner les veuves et ce n'est certainement pas l'État. Ok, on a compris, la famille est donc là pour prendre le relais. Mais j'imagine que la vie ne doit pas être facile au quotidien, hein, pour ces femmes. Alors, ça n'est pas pour autant facile d'être une veuve au Sénégal, car il y a beaucoup de préjugés, de croyances qui les entourent. D'ailleurs, il y a une expression consacrée au Sénégal, aïe, gaffe, littéralement, cela peut se traduire par porte malheur. Autrement dit, les veuves portent la poisse. Difficile avec une telle réputation de refaire sa vie, tout du moins en dehors du cercle de la famille. Alors oui, la famille sera toujours là, mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Merci Marc, évidemment, pour toutes ces précisions très importantes. Notre voyage continue en Thaïlande, cette fois-ci, où les retraités veuves ont trouvé un moyen efficace de rompre la solitude. Retourner sur les bancs de l'école. Bonjour Arnaud. Alors avant de nous en dire plus sur cet établissement atypique, une question plus générale. Dans quelles conditions vivent les personnes âgées en Asie ? Bonjour Laurent. Eh bien, en général, dans les pays d'Asie, comme en Chine ou dans les pays d'Asie du Sud-Est, comme ici en Thaïlande, les parents vivent, une fois âgés, chez leurs enfants. Tout le monde est sous un même toit. Mais voilà, de nombreux problèmes se posent dans ces pays en plein développement. Il y a notamment l'exode rural, puisque les enfants viennent chercher, comme ici à Bangkok, du travail en ville et donc laissent les parents livrés à eux-mêmes. Et c'est d'autant plus difficile lorsque l'un des deux conjoints décède. Et puis le système de retraite est quasiment absent de ces sociétés. Le principe même d'une maison de retraite est tabou. Alors bien sûr, il y a des initiatives privées qui coûtent très cher, et puis certaines initiatives publiques qui commencent petit à petit à se mettre en place pour les personnes âgées, comme dans cette école pour seniors où nous sommes allés avec Gaël Caron. C'est à peu près 80 km d'ici, de la capitale, Bangkok. Et ce sont des cours pour seniors. Et vous allez voir, ça leur change la vie. Nous avons notamment rencontré Somjit, elle a 77 ans, elle a perdu son époux il y a 3 mois. Et vraiment, cette école lui a changé la vie. Regardez ce reportage. Somjit ne porte pas de signes extérieurs de tristesse. Au contraire, le matin, comme toutes les semaines, elle revêt son plus bel uniforme, jupe rouge, sa préférée, et chemise blanche. Pourtant, elle porte bien le deuil de son mari, mort dans un tragique accident de la route il y a tout juste 3 mois. Quotidiennement, elle prie pour la paix de l'âme de celui qui l'a accompagnée pendant plus de 50 ans. La vie seule est difficile. Souvent, je continue de parler à mon mari, même s'il n'est plus là. Je sens sa présence, l'odeur de ses cigarettes, et j'ai envie toujours de lui dire « Mais arrête de fumer !» Mais il n'est plus là. Mais ses amies, elles sont bien là. Presque toutes des veuves. Elles sont aussi habillées du même uniforme. Car ces dames, aujourd'hui, dans la joie et la bonne humeur, reprennent le chemin de l'école. Ça fait plaisir de les entendre chanter comme des écolières. Et leur école, la voici. Dans ce bâtiment public d'Ayutthaya, à 80 km de Bangkok. L'école des seniors, c'est tous les mercredis. Cheveux gris et couettes se retrouvent. Une cinquantaine d'élèves, parfois un peu dissipés, pour des cours d'une demi-journée.
À la maison, on se sent seul. Ici, on s'amuse. Je me coiffe comme ça, uniquement pour venir à l'école. J'aime bien retomber en enfance et m'habiller ainsi. Ces classes m'ont redonné goût à la vie. Ça m'aide beaucoup, je pense à autre chose. Le programme de l'école des seniors dure un trimestre et il est intense. Entre les très sérieux cours théoriques comme ici nutrition ou hygiène, il y a la culture générale. Surtout ici, on réapprend à rire. Et on fait de l'exercice physique. Et comme nous sommes en Thaïlande, séances de relaxation et massages, bien sûr, sont obligatoires à la fin de toutes les sessions. Somjit apprécie. Ça m'aide beaucoup à oublier ma peine. Ici, on se serre les coudes, on s'entraide. Ça comble le vide. Notre société est vieillissante. On ne peut pas laisser les personnes âgées seules. Alors, nous avons décidé d'offrir ce service public pour aider tous ces gens à mieux prendre soin d'eux. Ces cours sont évidemment gratuits pour ces veufs et ces veuves. Le nombre d'inscrits ne cesse d'augmenter. Une belle manière pour eux de retrouver le sourire. Alors ça, Arnaud, c'est du collector. J'espère que vous allez encadrer la photo. Plus sérieusement, ça a vraiment l'air de leur réussir, cette école. Quelle est la moyenne d'âge de ces petits écoliers? Oui, vous avez vu, ils ont sourire. Ils ont entre 60 et 91 ans. C'est aujourd'hui donc la deuxième session qu'organise la municipalité. Il y en aura probablement beaucoup d'autres. Et il y a même à la fin de la session une cérémonie qui vient d'avoir lieu de remise de diplôme, comme dans les universités thaïlandaises ou américaines les plus prestigieuses. Alors, initiative remarquable, on est tous d'accord. J'imagine quand même que c'est une goutte d'eau à l'échelle de la Thaïlande, non? Oui, c'est vrai, Laurent, c'est une véritable goutte d'eau. En Thaïlande, l'État est finalement assez peu présent, comme un peu partout en Asie. Une personne comme Sonjit, par exemple, touche 20 € par mois, sans famille, point de salut. Alors, des initiatives comme celle que l'on a vue, il en faudra vraiment beaucoup, puisque la population thaïlandaise est vieillissante, comme la population chinoise d'ailleurs, ou la population japonaise. Ici, il y a 7 500 000 personnes de plus de 65 ans aujourd'hui. En 2040, il y en aura 17 millions, soit un quart de la population. Vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais comme quoi, il y a une vie après la vie. Et merci pour cette démonstration, Arnaud, et à très bientôt, bien sûr. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage. Et force est de constater que la situation des femmes veuves est souvent passée sous silence, notamment, Julia, notamment sur la toile, sur le web. Exactement, absente des statistiques, inabordée par les chercheurs, négligée par les autorités locales et nationales. La situation des veuves est une réalité invisible et c'est également le cas sur Internet. Le veuvage y touche tous les âges, toutes les catégories de la société, ce qui en fait une cible assez impalpable sur Internet. C'est-à-dire que c'est une partie de la population très large, très peu représentée. Mais le panel, il est très vaste, donc on a du mal à le cibler. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur Internet? Eh bien, d'abord, on va lutter sous le hashtag veuve. On va lutter notamment pour la demi-part fiscale et l'élargissement des pensions de reversion. Et puis dans le monde entier, sur le site officiel de l'ONU, évidemment pour cette journée internationale. Et aussi sous le hashtag Widow Day. Alors, ce qu'on va faire aussi sur Internet, on va commémorer. Parce que le veuvage, c'est aussi une histoire de deuil. Évidemment, on va essayer de le gérer en s'aidant de la toile et d'Internet. On est de plus en plus entouré aujourd'hui de représentations numériques des défunts. Par exemple, Facebook a mis en 2008 en ligne, en place, la possibilité de déclarer un profil comme page de commémoration. Et ça va aider les personnes veuves dans le processus de deuil. Et puis, il y a aussi des mémoriaux en ligne, des pages sur lesquelles on va revenir pour gérer son deuil au quotidien. Voilà, et puis, très franchement, entre nous, la toile, c'est un lieu de rencontre, non ? Oui, un lieu de rencontre, et puis aussi un lieu de soutien. Ça pourrait être la troisième utilité d'Internet. L'une des dimensions de ce soutien apporté par la toile, il va consister en une aide à la remobilisation de soi,
en tout cas de la personne veuve. C'est important. On va casser la spirale de la solitude, du repli sur soi. Et on va le percevoir dans les témoignages sur ces forums où les gens qui sont soumis à cette situation, ils vont se rencontrer, échanger, se conseiller. Et puis vous parliez de rencontres. Eh bien, il y a de plus en plus de sites de rencontres, oui, on le sait, qui vont se créer autour de la reconstruction, de l'envie après une séparation, après une rupture, un deuil, comme celui-ci. Il en existe un seul conçu par un veuf pour les personnes veuves qui s'appelle Revivre à deux, club de rencontres et d'accompagnement spécifiquement dédié aux personnes veuves. Et puis sinon, il y a aussi tout simplement des clubs de rencontres, mais de rencontres d'amitié autour de centres d'intérêt pour qu'on puisse sortir ensemble, voyager ensemble, dîner ensemble. Et là, pour le coup, cette cible-là sur Internet, elle est très présente. Évidemment. Merci beaucoup, Julia, pour toutes ces précisions. Maintenant, direction, si vous le voulez bien, l'Espagne, où les veuves, malgré la solitude, souhaitent rester autonomes et surtout chez elles. Bonjour Sandrine. Eh oui, pas question de quitter leur domicile. Seul, oui, mais à la maison. Bonjour Laurent. Effectivement, rester en casa, à la maison, voilà ce que souhaitent 87% des Espagnols. Et ce, même quand le mari disparaît. Les veuves préfèrent rester seules, mais chez elles. Une solitude compensée par la famille et la solidarité toujours très forte en Espagne. C'est toi qui as fait tout ça? Oui. Tu es sûre? Tous les jours de la semaine, Esther, 72 ans, va chercher sa petite fille à l'école. Je suis veuve depuis 7 ans et m'occuper d'elle me va bien. Cela me donne une responsabilité maintenant que je suis aussi à la retraite. Et la petite s'amuse beaucoup aussi. On veille l'une sur l'autre. Cela fait 47 ans qu'Esther vit dans ce quartier de Barcelone. Jeune mariée, ils ont acheté cet appartement avec son mari. Mais depuis qu'elle est veuve, elle a dû réapprendre la vie sans lui. Pour autant, pas question de quitter le nid familial. Au début, c'est très difficile de se retrouver toute seule. C'est dur. Mais bon, il faut tenir. Et ensuite, on rencontre du monde et on se fait de nouvelles amitiés. On avance comme on peut, mais on y va. Pour contrer sa solitude, Esther s'est rapprochée d'une association de veuves, comme il en existe plusieurs en Espagne. L'occasion de rencontrer de nouvelles amies pour chanter ou pour militer. À la mort du mari, la femme ne reçoit que 52% de sa retraite, contre 100% quand c'est l'homme qui devient veuf. Une injustice que combat depuis des années cette association. La seule chose qu'on enlève, c'est une assiette de la table. Mais sinon, les dépenses sont les mêmes. Il faut toujours payer le loyer ou les impôts de la maison, l'électricité, le gaz, tout. Au final, on paye la même chose, que nos maris soient là ou pas. Les pensions de veuvage sont parmi les plus basses d'Espagne, 630 € mensuels en moyenne. Difficile dans ces conditions de poursuivre ses sorties ou activités. La mairie de Barcelone a donc mis en place des centres de loisirs pour seniors, où l'abonnement n'est qu'à 9 € par an. Un succès dû aussi aux bénévoles, car ici, la plupart des professeurs ou administrateurs sont des volontaires, comme Carmen et Montse. Ça nous oblige à sortir, on aide, on sert à quelque chose. Car quand la retraite arrive, on se dit « et maintenant ?» Sinon, on sera assis sur le canapé, à regarder la télé. Ici, on est de bonne humeur. La plupart des bénévoles sont des femmes, des veuves bien souvent, auxquelles la mairie propose de s'émanciper malgré leur âge. Les femmes, en général, n'osent pas se mettre en première ligne, alors que les hommes n'ont aucun problème pour gérer ou diriger. C'est donc notre rôle ici de pousser les femmes pour qu'elles deviennent leaders et dirigent à leur tour. Avec près de 2 millions de personnes âgées vivant seules en Espagne, les initiatives se multiplient pour éviter le poids de la solitude. Édifiant. Merci Sandrine. Allez, retour chez nous à présent avec Isabelle Martinet. On va faire le point sur la situation des femmes veuves en France, dans notre pays. Alors combien sont-elles? Première question, bonjour. Bonjour Laurent. Eh bien, si 3% des hommes sont veufs, c'est le cas de 11% des femmes, plus nombreuses parce qu'elles vivent plus longtemps et sont souvent plus jeunes que leur mari. Donc ça nous fait une population totale d'environ 3,5 millions de veuves en 2017. Un chiffre qui a tendance à progresser ou à régresser? Alors, c'est une population qui a régressé d'1 point en 10 ans. D'abord parce que comme
comme l'espérance de vie progresse, fort heureusement, on reste plus longtemps en couple. Et puis surtout, parce qu'on se marie moins. Or, pour être veuve, il faut avoir été marié. Les pacsés et concubins ne sont pas pris en compte, ni dans les études, ni pour les prestations sociales. Alors, le veuvage, c'est un bouleversement. Comment faut-elle face? Vous savez, souvenons-nous de cette phrase de Baudelaire dans son poème sur les veuves de 1869 qui dit « Avez-vous quelquefois aperçu des veuves sur ces bancs solitaires ?» Et je crois que ça illustre bien une situation où quand même se cumulent l'isolement, la vulnérabilité, le risque de dépression. Alors fort heureusement, il existe des associations qui vont aider à entreprendre les démarches administratives, à faire son deuil, à se reconstruire. Mais enfin, si on s'en réfère aux statistiques, le premier problème contre lequel on doit lutter, faire face, c'est le problème financier. Oui, mais justement, il y a des aides publiques, non ? Alors, il y a des aides. Deux choses. La première chose, c'est que ces aides sont réservées aux femmes mariées, devenues veuves et non remariées. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a deux catégories. Il y a les moins et les plus de 55 ans. Les plus de 55 ans vont toucher une allocation veuvage et une pension de réversion correspondant à environ la moitié de la retraite que le conjoint percevait ou aurait pu percevoir. Évidemment, si le défunt a cotisé à différentes caisses, sa veuve touchera différentes pensions. Néanmoins, aujourd'hui, on a 28% des veuves qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour les autres ? Alors, pour les autres, les moins de 55 ans, appelés veuves précoces, les conditions sont plus strictes et dépendent en fait du nombre d'enfants et des revenus. On estime à 100 000 le nombre de familles devenues monoparentales par veuvage, avec, pour la femme, un âge moyen de 39 ans. Isabelle, parlons un instant de l'image de la femme veuve dans notre société. Comment a-t-elle évolué ? Vous savez, pendant des siècles, finalement, la femme fut dépendante de son mari et son statut limité au rôle d'épouse et de mère. Donc forcément, si le pilier de famille disparaissait, la vie sociale de la femme chancelait, s'écroulait. Soit elle avait un âge respectable, donc elle restait figée dans le deuil, étiquetée pour toujours veuve d'eux, avec parfois le soupçon d'être une veuve noire, étant donné la rareté des divorces. Soit elle était en âge de se remarier, mais il fallait faire très attention au comportement pour ne pas passer pour une veuve joyeuse. Soit c'était une victime de guerre, une femme martyre, laissée seule avec ses enfants et qu'il fallait secourir. Donc, quelle que soit la situation, évidemment, elle suscitait de la compassion, mais aussi une forme de discrimination parce que, dans la société de cette époque, une femme seule, c'était une anomalie. Oh, ça, c'était hier, avant-hier, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, ça suscite avant tout de l'empathie, bien sûr. Néanmoins, le statut de veuve ne laisse personne indifférent et peut parfois susciter une certaine forme de rejet lorsque la veuve est jeune. Non plus parce qu'elle est seule, mais parce que, par définition, le veuvage est associé à la mort. Ainsi, pour 32% des Français, le veuvage est un sujet tabou. Vous voulez pas finir sur une petite note positive ? Si, Laurent. Allez, je vous propose deux veuves célèbres. La première, Madame Veuve Clicquot, veuve à 27 ans, 1805. Elle reprend l'entreprise de son mari, pétillante femme, qui a su donner une notoriété, une réputation internationale à son vignoble champenois, à consommer avec modération, évidemment. Et puis Marthe Richard, supposée espionne pendant la guerre de 40 et que l'on surnomme veuve qui clôt parce qu'elle a perdu son mari à Verdun en 1916 et qu'elle a fait fermer les maisons closes en 1945. Merci beaucoup Isabelle pour toutes ces informations, évidemment. Allez, pour la dernière étape, nous partons maintenant en Inde. L'Inde où la situation des veuves est, on peut le dire, déplorable. Là-bas, quand une femme perd son mari, elle cesse littéralement d'exister aux yeux de toute la société. Pire, elle est parfois abandonnée par ses proches. Bonjour Nicolas. Alors comment expliquer un tel mépris ? Pourquoi ce traitement si dur envers les veuves ? Oui, bonjour Laurent, et ce sont bien sûr à chaque fois des histoires dramatiques humainement. Il y a ici en Inde une croyance qui veut que les veuves sont responsables de la mort de leur mari. Vous savez, nous vivons ici dans une société extrêmement patriarcale. Selon les Indiens, ces femmes n'auraient tout simplement pas réussi à retenir l'âme de leur défunt mari. Et donc pour elles, c'est la double peine. D'un côté, elles ont perdu leur conjoint et de l'autre, elles sont rejetées, abandonnées par leur famille. Elles se retrouvent
sans rien. Alors ça ne fait pas la majorité des cas, mais de manière générale, ici en Inde, les veuves sont extrêmement mal vues. Elles porteraient même malchance. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles, des milliers d'entre elles, ont décidé de se réunir, de vivre ensemble dans une ville au bord de la rivière Yamuna, dans laquelle se sont rendus pour nous Antoine Morel, Lou Kiziela et Sidou Yadav. Regardez le reportage. Vrindavan, une ville sainte pour les hindous. Chaque jour, des centaines de pèlerins s'y rendent pour vénérer le dieu Krishna et se purifier dans la rivière sacrée. Mais Vrindavan est aussi la ville des veuves. Reconnaissables à leur sari blanc, elles sont des milliers à errer dans les rues. Pour une épouse indienne, la mort d'un mari est une malédiction. Bannies par leur famille, rejetées par la société, elles n'ont pas d'autre choix que de faire la manche ici pour survivre, souvent en terrain hostile. Certaines d'entre nous m'ont dit « On mange ce qu'on veut bien nous donner ». Mais parfois, les habitants détruisent nos maisons. Ils nous disent « Partez, vous n'avez rien à faire ici ». Car il n'y a pas que leur famille qui les rejette. Même les habitants de cette ville sainte leur mènent la vie dure. Selon la croyance, ces femmes portent malheur. Parfois, elles dégoûtent les gens et leur disent « Allez-vous-en ». Quand elles sont trop nombreuses et qu'elles s'agglutinent, bien sûr qu'on les dégage. Elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Vishaka Devi fait partie de ces indésirables. Peu après la mort de son mari, il y a 12 ans, elle a parcouru seule plus de 1300 km jusqu'à cette ville. Comme elle, les veuves viennent de tout le pays dédier leur dernier jour au dieu Krishna. Dans la tradition indienne, elles doivent renoncer à tout confort, même aux vêtements colorés. Mon mari est mort, donc je dois porter du blanc. Elle loue ce minuscule appartement avec 6 autres femmes, toutes abandonnées par leur famille. Malgré des conditions de vie misérables, Vishaka n'imagine pas rentrer chez elle. C'était les jours les plus tristes et les plus douloureux de ma vie. J'étais effondrée, détruite. Mon mari est mort, mes enfants se sont mariés et ils m'ont jetée dehors. Vous voyez, je n'ai pas d'électricité, pas de ventilateur. Cette maison est en ruine, elle ne devrait pas être habitée. D'autres veuves trouvent refuge dans des centres tenus par des ONG, comme celui-ci. 2 repas par jour, un lit et un accès à des soins médicaux. À presque 90 ans, Bagra Shani Tiwari vit ici depuis une dizaine de mois. Sa fille unique l'a mise à la porte. Ma fille ne m'aime pas. Ici, on m'aime et on prend soin de moi. Dans ce foyer, elle retrouve une famille et un peu d'affection. Vinny Singh a fondé l'association il y a 14 ans. Pour ces veuves, elle est comme une mère. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors que ces femmes se considèrent souvent elles-mêmes comme des parias, ici on leur apprend à relever la tête. On leur dit, votre dignité vous appartient. Vous êtes une mère et une mère mérite du respect. 300 veuves s'abritent dans ce centre. La ville entière en compte plus de 15 000, livrées à elles-mêmes. Oui, Nicolas, on sait que les femmes veuves ont toujours été maltraitées, donc de cette façon en Inde. Et cela remonte effectivement à une très très vieille tradition qui a été même pire vis-à-vis des femmes. Oui, exactement. Cette tradition s'appelle la sati. Elle remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un rite extrêmement cruel qui veut que la veuve ne doit pas survivre à son défunt mari. Et donc, il lui est demandé de s'immoler par le feu sur le bûcher funèbre de son mari. Alors, je vous rassure tout de suite, cette pratique est aujourd'hui illégale en Inde, mais il y a encore de nombreux cas chaque année. Et cela signifie quelque chose, cette logique ici. Les femmes, finalement, appartiennent toujours à un homme tout au long de leur vie. Au début, elles appartiennent à un père, ensuite elles appartiennent à un mari, et quand celui-ci décède, cesse de vivre, elles n'ont plus leur place dans la société indienne. Bon, j'ose quand même espérer que dans les grandes villes, les veuves parviennent davantage à trouver
on va dire, leur place dans la société. Oui, bien sûr, c'est important de le dire. Évidemment, dans les grandes villes, ici à New Delhi, à Bombay, les mentalités ont changé et les veuves peuvent rester dans leur famille. Et je vous rassure, elles sont bien traitées, mais le fossé est énorme avec les campagnes, avec les villes moyennes, où toutes ces pratiques ont encore cours aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et donc, même si la Constitution indienne garantit l'égalité entre hommes et femmes, on peut voir avec ce sujet que c'est encore très loin d'être le cas. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions et puis aussi évidemment pour ce sujet particulièrement poignant. À bientôt. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci donc à nos 4 correspondants pour ces reportages passionnants. Merci à vous de nous avoir accompagnés. La semaine prochaine, autre thème, les touristes seront à l'honneur. Alors comment sont-ils perçus ailleurs dans le monde? Quel est leur impact sur l'économie d'un pays? Comment se passe la cohabitation avec les habitants? Aïe, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises.